monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer la série des hacheurs. Rappelons que les hacheurs sont les convertisseurs statiques qui permettent de transférer une tension continue, une source de tension continue E1 en une autre source continue E2. Et il s'agit de choisir le schéma convenable selon le degré ou bien l'ordre de réversibilité désiré. Il y en a beaucoup qui me demandent ça veut dire quoi une réversibilité. En fait, on sait tous que les convertisseurs statiques s'utilisent pour commander des machines, des moteurs, je ne sais pas, selon la tension à la sortie. Alors, par exemple, prenons le cas d'une machine à courant continu. Il peut travailler soit en moteur, soit en génératrice. Et qu'est-ce qui le permet de travailler soit en moteur, soit en génératrice? C'est le fait c'est ce fait de réversibilité en courant ou en tension. Aussi, un moteur, il peut travailler soit en avant, soit en arrière. Donc, il s'agit d'une réversibilité aussi en courant et en tension. Ce cas va être traité bien détaillé dans le cas d'un hacheur en pont ou bien hacheur 4 quadrants. C'est dans ce cas qu'on va voir pourquoi il est nommé 4 quadrants et quels sont les 4 quadrants de fonctionnement comme j'ai déjà mentionné. Maintenant, on va commencer par l'hacheur série pour savoir le fonctionnement des hacheurs étape par étape. Arrivons au dernier cas qui est le cas de 4 quadrants. Déjà, le hacheur série, comme vous pouvez le voir, il permet de transformer une grandeur qui ne subit pas, en entrée, qui ne subit pas de discontinuité en tension. Ça veut dire que je vais attaquer mon hacheur par une tension E1 continue tout le temps. Et vers une tension ou bien une grandeur ou bien une sortie qui ne subit pas une discontinuité, mais cette fois-ci en courant. Mais pas en tension. Pourquoi? C'est pour cela qu'on a mis cette diode qui a le rôle d'une roue libre. Alors, notre hacheur série peut être soit à un débit non interrompu ou bien à un débit interrompu. Vous allez me poser la question, c'est quoi la différence et qu'est-ce que veut dire déjà débit non interrompu ou interrompu? On va donner l'exemple, par exemple, on va faire l'analogie avec un cycliste qui pédale. Il pédale d'une façon continue et pendant cette partie, la vitesse va augmenter. Ensuite, il va se laisser aller sur son élan. Ça veut dire il va cesser de pédaler. Lorsqu'il a cessé de pédaler, on a par exemple un point à atteindre. Et par exemple là. Et lui, il a cessé de pédaler là. Donc, pour continuer cette distance, il y a deux cas. Soit il a la capacité de continuer cette distance, arrivons à notre but, soit avant d'arriver à notre but, notre cycliste va s'arrêter. Donc, s'il continue directement, on parle d'un débit non interrompu. Mais si il s'arrête avant la fin, alors on parle d'un débit interrompu. Donc, en revenant sur le fonctionnement de notre interrupteur, c'est la même chose. Donc, dans un intervalle de 0 à alpha t, déjà on rappelle que cet interrupteur elle est commandé dans une période t qui s'appelle période de hachage, à laquelle on associe une fréquence, car la fréquence c'est 1 sur t. Alors, de 0 à alpha t, on a l'interrupteur K, on va l'appeler K qui est fermé. Puisque K fermé, on parle d'une phase active, là où il y a la diode qui est bloquée. K fermé, D bloqué, c'est une phase active. De alpha t à t,
K ouvert, D fermée ou bien passante. Il s'agit de la phase de roue libre. Vous allez constater que je n'ai pas ajouté une troisième phase, car on a dit qu'il s'agit d'un débit non interrompu. Donc, soit le courant est assuré par notre interrupteur, soit il est assuré par la diode. Mais il n'est jamais nul. Dans le cas de débit interrompu, on va voir qu'il y a 3 phases. Maintenant, on a seulement 2 phases. Donc, on va traiter notre fonctionnement dans ces 2 phases seulement. Rappelons que alpha, c'est le rapport cyclique. Et ce rapport cyclique, il varie seulement entre 0 et 1. C'est entre 0 et 1. Alors, dans la première partie de la période, qu'est-ce qu'on a? On a dit que c'est K qui est fermé et la diode, elle est ouverte. On travaille dans cette maille. Et puisque la charge, c'est l'inductance ou bien la bobine en série avec notre source de tension continue E2, la tension aux bornes de cette charge, ce n'est rien d'autre que VD. Donc, on va raisonner autour de VD. Dans ce premier intervalle, on aura, puisque la diode est bloquée et on travaille dans cette maille, VD sera exactement E1. Alors, VD, c'est E1. Dans le deuxième intervalle, qu'est-ce qu'on aura? On aura déjà la diode elle est passante, donc directement la tension à ces bornes, c'est 0. Alors, VD, c'est 0 volts. Ce qui va nous permettre de tracer l'allure de notre tension en borne de la charge, qui est soit E1, soit 0. Donc, considérons la T et la de T. Alpha, j'ai dit que c'est entre 0 et 1. Donc, je vais le prendre par exemple là. Sinon, pour vous, vous allez prendre les valeurs exactes. Et je trace la tension VD. Entre 0 alpha T, c'est E1. Et entre alpha T, T, c'est 0. Et on continue par symétrie. Voilà. On a tracé notre tension VD. Il est souvent demandé aussi de calculer la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne de VD, c'est 1 sur T. L'intégrale de 0 à T de VD de T, D de T. On va intégrer seulement entre 0 et alpha T, car sinon, il est nul. Alors, c'est 1 sur T de 0 à alpha T. Et la valeur de V de T entre 0 et alpha T, c'est E1. Donc, E1, D de T. C'est simple, on aura E1 sur T fois alpha T moins 0. Ce qui va donner la valeur moyenne de VD est égale à alpha E1. On va garder ce résultat. Par ailleurs, en faisant la loi de May dans cette maille, qu'est-ce qu'on a? On a VD qui est égal à VL plus E2. VD est égal à VL plus E2. En passant à la valeur moyenne, donc la valeur moyenne de VD, c'est quoi? C'est la valeur moyenne de VL plus la valeur moyenne de E2. On sait que la valeur moyenne d'une inductance dans la phase périodique, ou bien dans le régime périodique, c'est 0. Et la valeur moyenne d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc, on aura la valeur moyenne de VD, c'est 0 plus E2. C'est E2. Ou bien c'est 0 plus la valeur moyenne de E2, c'est E2. On sait aussi que la valeur moyenne de VD, c'est alpha E1. Donc, on peut déduire que E2, c'est alpha E1. On va garder aussi ce résultat car on en aura besoin. Après, maintenant, on a seulement défini la tension aux bornes de la charge. Parfois, on nous demande de calculer de faire l'allure des courants traversant l'interrupteur, ou bien la diode, ou bien le courant traversant la bobine. Donc, pour le faire, il faut savoir la tension VL, quelle allure elle prend, et de cette tension, on va tout construire. Alors, on a dit qu'il s'agit de 2 phases. Donc, on va travailler
dans chaque phase séparément. La première phase, phase active, entre 0 et alpha t. Dans cette phase, qu'est-ce qu'on a? On travaille dans cette maille. Alors, dans cette maille, on a E1 est égal à VL plus E2. On peut déduire que VL, c'est E1 moins E2. On a dit que E2, c'est quoi? C'est alpha E1. Alors, en factorisant par E1, on aura 1 moins alpha E1. C'est d'une part. D'autre part, on sait que VL, c'est L d de I de L sur d de T. Donc, d de I, IL sur d de T, c'est VL sur L. VL, c'est ça. Donc, c'est 1 moins alpha E1 sur L. Puisqu'il s'agit de la dérivée, on va intégrer une seule fois. En tenant compte de la constante à l'état initial, on aura IL de T, c'est 1 moins alpha E1 sur L fois T, plus IL à l'instant T est égal à 0, on ne sait pas, donc on peut le considérer que c'est I0. Il est inconnu. Sinon, pour des données d'exercice bien claires, il sera donné. Alors, la valeur IL de 0, c'est I0. Et la valeur pour alpha T, on peut la noter I alpha. C'est 1 moins alpha E1 sur L alpha T plus I0. Donc, c'est la première phase. On peut maintenant tracer VL, I et L dans cette première phase. On va continuer par la deuxième phase, la phase de roue libre entre alpha T et T. Dans cette phase, on a dit qu'on travaille là. Et puisque la diode est passante, on aura E2 plus VL qui est égal à 0. E2 plus VL est égal à 0. Alors, VL, c'est moins E2. Et E2, c'est alpha 1, E1. Donc, c'est moins alpha E1. De même, on va déduire le courant ILT qui sera moins alpha E1 sur L fois T plus le courant à l'instant alpha T. À l'instant alpha T, c'est I alpha. Donc, je vais le laisser I alpha. Maintenant, on a toutes les informations pour tracer VL et IL. Donc, je vais le faire. Je vais tracer VL en bleu. Là, c'est T, par exemple de T. Et là, alpha T. Alors, entre 0 et alpha T, VL, c'est 1 moins alpha E1. Je vais le considérer là, 1 moins alpha E1. Et de alpha T à T, c'est moins alpha E1. Par exemple, là, moins alpha E1. On continue par symétrie. C'est très simple. Voilà. Donc, je vais tracer également IL. Le courant IL, on a dit qu'il va commencer par une valeur initiale I0. On peut considérer ça I0. Et il va atteindre à alpha T une valeur I alpha. Par exemple, ça c'est I alpha. Alors, entre 0 et alpha T, on a le courant qui croît avec une pente de 1 moins alpha fois E1 sur L, qui est positif bien sûr, pour atteindre la valeur I alpha à l'instant alpha T. Donc c'est simple. Entre alpha T et T, il va décroître pour revenir à I0. Et de même, on aura le même fonctionnement. Voilà, on peut continuer.
Donc déjà, on a des informations de plus, on a VL et IL. Alors, VL et IL, maintenant on peut tout simplement tracer l'allure de IK1 et ID. Comment faire? Entre 0 et alpha T, on a dit que c'est l'interrupteur K qui est fermé. Alors, le courant IK1, c'est exactement IL. Donc, si je veux, par exemple, tracer le courant IK1, entre 0 et alpha T, ça sera IL. Ils sont confondus, mais seulement pour qu'ils soient clairs. Et entre alpha T et T, il est bloqué, donc c'est 0. Etc. De la même façon. Et pour ID, courant de la diode, c'est le complémentaire. Donc, il est 0 de 0 à alpha T. Et il est égal à IL. ID, c'est IL entre alpha T et T. Voilà. On définit, lorsqu'on a tracé IL, il est entre I0 et I alpha. On définit l'ondulation delta I qui est donnée par I alpha moins I0. On a déjà I alpha, ça c'est I alpha. Alors I alpha moins I0, il nous reste seulement ce terme. Donc c'est 1 moins alpha E1 sur L fois T. C'est notre delta I. Si on cherche, par exemple, si dans l'exercice il demande l'ondulation maximale, il suffit de dériver. Et en dérivant, on remplace... I alpha, c'est alpha T fois alpha T. Il suffit de dériver et voir là où la dérivée s'annule. Il s'annule en 0,5, ça veut dire 1 demi. Donc, on revient et on remplace là avec 1 demi. Donc, delta I max, on aura 0,5 fois 0,5, ou bien 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4. E1T sur L. Alors, c'est E1T sur 4L, tout simplement. On peut aussi déterminer I0 et I alpha. C'est très simple aussi. Par loi des nœuds, on a IL, c'est IK1 plus ID. IL, c'est IK1 plus ID. Et on sait que la valeur moyenne de IL, c'est 1 demi I0 plus I alpha. Ceci va nous permettre de déduire I0 et I alpha. I0, c'est quoi? Il sera la valeur moyenne de IL moins 1 demi delta IL. Et I alpha, ça sera IL plus 1 demi delta IL. On peut s'assurer en faisant la somme, ceci va se simplifier, on aura I0 plus I alpha, c'est 2 la valeur moyenne de IL. C'est la même chose qu'on a ici. On n'a rien fait que d'ajouter et de soustraire 1 demi delta IL. Maintenant qu'on a I0 et I alpha, c'est simple pour trouver ce qu'on désire. En fait, pour croître ou bien pour augmenter IL, ou bien en augmentant IL, I0 et alpha aussi augmentent, et en diminuant IL, I0 et alpha aussi diminuent. Mais toujours delta IL va rester, delta IL va rester fixe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le cas limite là où qui va nous aider. On sait qu'on est dans le canon interrompu. Ça veut dire que le courant ne s'annule pas. Donc, le cas limite, c'est que le courant devienne nul. C'est I0 est égal à 0. Alors, notre cas limite, c'est I0 est égal à 0. Si I0 est égal à 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura I alpha, c'est delta I. Pourquoi? Parce que delta I, c'est I alpha moins I0. Et I0, c'est 0. Dans ce cas, on aura IL moyenne qui va être IL moyenne. Comme si on va translater cette courbe vers 0. Donc, IL moyenne, qu'est-ce qu'elle sera? Elle sera 1 demi
delta, delta I. Puisque delta I, on a déjà calculé, c'est 1 moins alpha E1, alpha T sur L, alors il suffit de diviser par 2. IL moyenne à la limite. IL moyenne, il faut ajouter à la limite. Donc c'est 1 moins alpha E1 sur 2L alpha T. Aussi, on peut chercher la valeur maximale de ce IL limite. IL limite. En faisant la dérivée et en cherchant là où il s'annule. C'est la même chose qu'auparavant. Il s'annule en 0,5. En remplaçant, on obtient c'est E1 fois T sur 8L. Alors, on a tout traité, on a tout démontré, on a tout fait. On peut seulement traduire ce qu'on a fait tout à l'heure en faisant l'allure de notre tension en fonction de IL moyenne. Alors, je peux le faire ici. La tension, bien sûr, E2, car on s'intéresse à la tension à la sortie qui est continue pour l'utiliser. Alors, on a dit qu'il est maximal là où on a IL moyenne max, c'est E1 T sur 8L. On va considérer que si cette valeur il est là, donc la valeur IL limite, 1T sur 8L. Quand est-ce qu'il est maximal? On a dit que c'est en fonction de alpha. Quand est-ce qu'il sera nul? Il sera nul dans le cas de alpha égale à 0 ou bien alpha égale à 1. Alors déjà, IL moyenne sera nul soit en 0, il est toujours positif. Il sera nul dans deux cas, soit en alpha égale à 0 ou bien en alpha égale à 1. Et pour le cas de alpha égale à 1, E2 c'est exactement E1. Donc, si on considère que notre tension c'est E1 qui est sa valeur maximale et 0 c'est la valeur minimale, on a déjà démontré ceci car on a dit que E2 c'est alpha E1, alors soit c'est 0 soit c'est E1. D'accord? Et qu'il atteint une valeur maximale lorsque IL est maximum, donc il a une forme parabolique. Si on peut faire. Et ceci en fonction des courbes paramétrées par alpha. Ça veut dire, dans ce cas, quand est-ce qu'il est maximal? Lorsque alpha est égal à 1. Ah, pardon. E2, il est maximal lorsque alpha est égal à 1. Mais IL, il est égal à 0. Et quand est-ce que IL est maximal? C'est pour alpha est égal à 0,5. Et pour le cas alpha est égal à 0, on a et la tension et le courant qui sont égales à 0. Alors, j'espère que c'était clair et que je n'ai oublié aucun point. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention.